L'explorateur revient. Je crois qu'aucun de nous ne crut à la machine. Le fait est que notre ami était un de ces hommes qui sont trop intelligents, trop habiles ou trop adroits pour qu'on les croie. On avait avec lui l'impression qu'on ne le voyait jamais en entier. On suspectait toujours quelques subtiles réserves, quelques ingénuités en embuscade, derrière sa lucide franchise. Si c'eût été Philby qui nous eût montré le modèle et expliqué la chose, nous eussions été à son égard beaucoup moins sceptiques, car nous nous serions rendus compte de ses motifs. Un charcutier comprendrait Philby. Mais l'explorateur du temps avait plus d'un soupçon de fantaisie parmi ses éléments constitutifs, et nous nous défions de lui. Des choses qui auraient fait la renommée d'hommes beaucoup moins capables semblaient entre ses mains des supercheries. C'est une erreur de faire les choses trop facilement. Les gens graves qui le prenaient au sérieux ne se sentaient jamais sûrs de sa manière de faire. Ils semblaient, en quelque sorte, sentir qu'engager leur réputation de saint jugement avec lui, c'était meubler une école avec des objets de porcelaine coquilles d'œufs. Aussi, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ait beaucoup parlé de l'explorateur du temps, dans l'intervalle qui sépara ce jeudi-là du suivant. Bien que tout ce qu'il comportait de virtualité bizarre hanta sans aucun doute la plupart de nos esprits. Ces éventualités, c'est-à-dire ce qu'il avait de pratiquement incroyable, les curieuses possibilités d'anachronisme et de complète confusion qu'il suggérait. Pour ma part, j'étais particulièrement préoccupé par l'escamotage de la maquette. Je me rappelle en avoir discuté avec le docteur, que je rencontrai le vendredi au Linon. Il me dit avoir vu une semblable mystification à Tübingen, et il attachait une grande importance à la bougie soufflée. Mais il ne pouvait expliquer de quelle façon le tour se jouait. Le jeudi suivant, je me rendis à Richmond, car j'étais, je crois, un des hôtes les plus assidus de l'explorateur du temps, et en arrivant, un peu tard, je trouvai 4 ou 5 amis déjà réunis au salon. Le docteur était adossé à la cheminée, une feuille de papier dans la main, et sa montre dans l'autre. Je cherchais des yeux l'explorateur du temps. « Il est maintenant 7h30, dit le docteur. Je crois que nous ferons mieux de dîner. »« Où est-il » dis-je en nommant notre hôte. « C'est vrai, vous ne faites qu'arriver. C'est singulier, il a été retenu sans pouvoir se dégager. Il a laissé ce mot pour nous inviter à nous mettre à table à 7h s'il n'était pas là. Il ajoute qu'il expliquera son retard quand il rentrera. En effet, c'est pitoyable de laisser gâter le dîner, dit le rédacteur en chef d'un journal quotidien bien connu. Et là-dessus, le docteur sonna le dîner. Le psychologue, le docteur et moi étions seuls qui eussions assisté au dîner précédent. Les autres étaient Blanc, directeur du journal déjà mentionné, un certain journaliste et un autre personnage, tranquille, timide et barbu, que je ne connaissais pas, et qui, autant que je pus l'observer, ne desserra pas les dents de toute la soirée. On fit à table maintes conjectures sur l'absence du maître de maison, et par plaisanterie, je suggérais qu'il explorait peut-être sa 4e dimension. Le rédacteur en chef demanda une explication, et le psychologue lui fit de bonne grâce un rapide récit du paradoxal et ingénieux subterfuge dont il avait été témoin 8 jours auparavant. Au milieu de son explication, la porte du corridor s'ouvrit lentement et sans bruit. J'étais assis face à la porte, et, le premier, je la vis s'ouvrir. « Eh bien, tout de même !» m'écriai-je. La porte s'ouvrit plus grande, et l'explorateur du temps était devant nous. Je poussai un cri de surprise. « Grand Dieu, mais qu'arrive-t-il » demanda le docteur qui l'aperçut ensuite. Et tous les convives se tournèrent vers la porte. Notre ami était dans un état surprenant. Son vêtement était poussiéreux et sale, souillé de taches verdâtres aux manches. Sa chevelure emmêlée, et il me sembla plus grise, soit à cause de la poussière, soit que sa couleur ait réellement changé. Son visage était affreusement pâle. Il avait une profonde coupure au menton, une coupure à demi refermée.
Il avait les traits tirés et l'air hagard de ceux qui sont en proie à une intense souffrance. Il hésita un instant, ébloui sans doute par la clarté. Puis il entra en boitant, tout comme eût fait un vagabond aux pieds endoloris. Nous le regardions en silence, attendant qu'il parlât. Il n'ouvrit pas la bouche, mais s'avança péniblement jusqu'à la table et fit un mouvement pour atteindre le vin. Le rédacteur en chef remplit une coupe de champagne et la lui présenta. Il la vida jusqu'à la dernière goutte, parut se sentir mieux, car son regard fit le tour de la table et l'ombre de son sourire habituel erra sur ses lèvres. « Que diable avez-vous pu bien faire » dit le docteur. L'explorateur du temps ne sembla pas l'entendre. « Que je ne vous interrompe pas, surtout, » dit-il d'une voix mal assurée. « Je suis très bien. » Il s'arrêta, tendit son verre pour qu'on le remplît et le vida d'un seul trait. « Cela fait du bien, » dit-il. Ses yeux s'éclairèrent et une rougeur légère lui monta aux joues. Son regard parcourut rapidement nos visages, avec une sorte de morne approbation, et fit ensuite le tour de la salle chaude et confortable. Puis, de nouveau, il parla, comme s'il cherchait encore son chemin à travers ses mots. « Je vais me laver et me changer, puis je redescendrai et vous donnerai les explications promises. Gardez-moi quelques tranches de bouton, je meurs littéralement de faim. » Il reconnut tout à coup le rédacteur en chef, qui était un convive assez rare, et lui souhaita la bienvenue. Le rédacteur en chef commença une question. « Je vous répondrai tout à l'heure, dit l'explorateur du temps. Je me sens un peu drôle. Ça ira très bien dans un moment. » Il posa son verre et se dirigea vers la porte de l'escalier. Je remarquai à nouveau qu'il boitait et que son pied frappait lourdement le plancher. Et, en me levant un peu, je pus voir ses pieds pendant qu'il sortait. Il était simplement chaussé d'une paire de chaussettes déchirées et tachées de sang. Puis la porte se referma sur lui. J'avais bien envie de le suivre, mais je me rappelais combien il détestait qu'on fît des embarras à son endroit. Pendant un moment, mon esprit battit la campagne. Puis j'entendis le rédacteur en chef qui disait « Singulière conduite d'un savant fameux ». Suivant son habitude, il pensait en titre d'article. Et cela ramena mon attention vers la table étincelante. « Quelle est cette farce » dit le journaliste. « Est-ce qu'il aurait eu la fantaisie de faire le coltineur amateur ? Je n'y comprends rien. » Mes yeux rencontrèrent ceux du psychologue, et ils y lurent ma propre interprétation. Je pensais à notre ami se hissant péniblement dans ses escaliers. Je ne crois pas que personne d'autre eût remarqué qu'il boitait. Le premier à revenir complètement de sa surprise fut le docteur, qui sonna pour la suite du service, car notre ami ne pouvait pas supporter les domestiques sans cesse présents au dîner. Sur ce, le rédacteur en chef prit son couteau et sa fourchette avec un grognement. Le personnage silencieux imita son exemple, et l'on se remit à dîner. Tout d'abord, la conversation se borna à quelques exclamations étonnées. Puis, la curiosité du rédacteur en chef devint pressante. Est-ce que notre ami augmente son modeste revenu en allant balayer les rues, ou bien subit-il des transformations à la Nabucodonosor ? Je suis sûr, dis-je, que c'est encore cette histoire de machine du temps. Je repris où le psychologue avait laissé le récit de notre précédente réunion. Les nouveaux convives étaient franchement incrédules. Le rédacteur en chef soulevait des objections. Qu'est-ce que c'était que ça, l'exploration du temps ? Est-ce qu'un homme se couvre de poussière à se rouler dans un paradoxe, voyons ? Puis, comme il se familiarisait avec l'idée, il eut recours à la plaisanterie. Est-ce qu'il n'y avait donc plus de brosse à habits dans le futur ? Le journaliste, lui aussi, ne voulait croire à aucun prix, et se joignait au rédacteur en chef dans la tâche facile de ridiculiser toute l'affaire. L'un et l'autre appartenaient à la nouvelle espèce de journalistes, jeunes gens joyeux et très irrespectueux. Le correspondant spécial que nous avons envoyé la semaine prochaine nous annonce, disait, ou plutôt clamait, le journaliste, lorsque l'explorateur du temps réapparut. Il s'était mis en habit et rien, sinon ses yeux hagards, ne restait du changement qui m'avait d'abord effrayé. « Dites donc, lui demanda en riant le rédacteur en chef,
Voilà qu'on me raconte que vous revenez d'un voyage au milieu de la semaine prochaine. Révélez-nous les intentions du gouvernement, n'est-ce pas? Combien voulez-vous pour l'article? L'explorateur du temps vint s'asseoir sans dire un mot. Il souriait tranquillement à sa façon accoutumée. « Où est ma part ?» dit-il. « Quel plaisir d'enfoncer encore une fourchette dans cette viande !»« Quelle blague !» dit le rédacteur en chef. « Au diable la blague !» dit l'explorateur du temps. « J'ai besoin de manger et je ne dirai pas un mot avant d'avoir remis un peu de peptone de mon organisme. »« Merci, passez-moi le sel. »« Un seul mot, dis-je. Vous revenez d'exploration ?»« Oui, dit-il la bouche pleine, en secouant la tête. »« Je donne 1 shilling la ligne pour un compte-rendu in extenso, dit le rédacteur en chef. L'explorateur poussa son verre du côté de l'homme silencieux et le fit teinter d'un coup d'ongle. Sur ce, l'homme silencieux, qui le fixait avec ébahissement, sursauta et lui versa du vin. Le dîner s'acheva dans un malaise général. Pour ma part, de soudaines questions me venaient incessamment aux lèvres, et je suis sûr qu'il en était de même pour les autres. Le journaliste essaya de diminuer la tension des esprits en contant des anecdotes. Notre ami donnait toute son attention à son dîner et ne semblait pas avoir mangé depuis une semaine. Le docteur fumait une cigarette et considérait l'explorateur à travers ses paupières mi-closes. L'homme silencieux semblait encore plus gauche que d'habitude et vida sa coupe de champagne avec une régularité et une détermination purement nerveuses. Enfin, notre hôte repoussa son assiette et nous regarda. « Je vous dois des excuses, dit-il. Je mourrais tout bonnement de faim. Mais j'ai passé quelques moments bien surprenants. » Il atteignit un cigare dont il coupa le bout. « Mais venez au fumoir. C'est une histoire trop longue pour la raconter au milieu de la vaisselle sale. » Puis il sonna en se levant et nous conduisit dans la chambre attenante. « Vous avez parlé de la machine à Blanc et aux autres, me dit-il en se renversant dans son fauteuil. « Mais ce n'est qu'un paradoxe, dit le rédacteur en chef. Je ne puis pas discuter ce soir. Je veux bien vous raconter l'histoire, mais non pas la discuter. Je vais, continua-t-il, vous faire le récit de ce qui m'est arrivé, si vous y tenez. Mais il faudra vous abstenir de m'interrompre. J'ai besoin de raconter, absolument. La plus grande partie vous semblera pure invention, soit. Mais tout est vrai du premier au dernier mot. J'étais dans mon laboratoire à 4 heures, et depuis lors, j'ai vécu 8 jours. Des jours tels qu'aucun être humain n'en a vécu auparavant. Je suis presque épuisé, mais je ne veux pas dormir avant de vous avoir conté la chose d'un bout à l'autre. Après cela, j'irai me reposer, mais pas d'interruption. Est-ce convenu ? Convenu, dit le rédacteur en chef. Et nous répétâmes, convenu. Alors l'explorateur du temps raconta son histoire telle que je vous la transcris plus loin. Il s'enfonça d'abord dans son fauteuil et parla du ton d'un homme fatigué. Peu à peu, il s'anima. En l'écrivant, je ne sens que trop vivement l'insuffisance de la plume et du papier, et surtout ma propre insuffisance pour l'exprimer avec toute sa valeur. Vous lirez, sans doute avec attention, mais vous ne pourrez voir dans le cercle brillant de la petite lampe la face pâle et franche du conteur, et vous n'entendrez pas les inflexions de sa voix. Vous ne saurez pas combien son expression suivait les phrases de son récit. La plupart d'entre nous, qui écoutions, étions dans l'ombre, car les bougies des candélabres du fumoir n'avaient pas été allumées. Et seule la face du journaliste et les jambes de l'homme silencieux étaient éclairées. D'abord, nous nous regardions les uns les autres de temps en temps. Puis, au bout d'un moment, nous cessâmes de le faire pour rester les yeux fixés sur le visage de l'explorateur du temps.